refusant de clamer leur innocence dans la pure tradition anarchiste. Koupa et ses amis s'en tiennent devant nous à torpiller les éléments à charge. À commencer par le procès-verbal D104, le seul à certifier leur présence près des voies ferrées. Une pièce centrale, truffée d'erreurs. La nuit du sabotage, Julien Koupa était officiellement suivi par 12 véhicules et 18 policiers. Des enquêteurs qui, pour une fois, n'ont pris aucune photo et ont rédigé un procès-verbal déconcertant. À Marigny en Orsois, le véhicule tourne à droite et passe sous l'autoroute A4. En réalité, cette route passe au-dessus de l'autoroute A4. À 3 reprises, les enquêteurs ont confondu un pont et un tunnel, reprenant les erreurs d'un célèbre site de cartographie. Comme si la filature avait été reconstituée après coup, depuis un ordinateur. Les policiers poursuivent. Le véhicule gagne le village de Veuilly-la-Poterie, puis tourne à gauche et emprunte la D221. Sur place, la D221 n'existe pas. Elle s'appelle D9. À 4 h du matin, Julien Koupa aurait mis moins de 10 minutes pour parcourir 26 km entre Triport et Dhuisy. 159 km/h de moyenne sur de petites routes de campagne. Autre incohérence de la filature officielle, l'invraisemblable emploi du temps du brigadier Stéphane. D'après les PV, il est à la même heure en planque en Seine-et-Marne et dans son bureau à l'ouest de Paris. Les policiers auraient-ils inventé leur présence et celle de Julien Koupa près des lignes TGV? Pour la justice, cette filature est authentique. Mais aucun enquêteur n'a été autorisé à nous répondre en interview. En off, certains admettent un procès-verbal imparfait, mais restent persuadés de l'implication de Koupa et sa compagne. Ni nous, ni les enquêteurs n'étaient sur place. La seule instance qui, à ce jour, ne sache pas que le PV D104 est de toute évidence un faux et un faux mal fait, eh ben, c'est l'institution judiciaire. Jusqu'à la fin, il s'attache ridiculement à quelque chose dont tout le monde sait qu'au fond, c'est à la fois faux et un peu gênant, quoi, voire franchement honteux. Les enquêteurs nous disent on sait que c'est Julien Koupa, mais bon, c'est vrai que ça va être difficile à prouver parce que Mais comment ils le savent, comment ils le savent? S'ils le savent, dans ce cas-là, qu'ils apportent un élément. Ah, bizarrement, ils l'ont pas. Ah bah tiens, comme par hasard. Il y a même un enquêteur qui nous dit on a un procès-verbal qui est faux ou sans doute faux, mais des faits qui sont peut-être vrais. Qu'est-ce que ça vous inspire comme phrase? Qui est sans doute et peut-être. C'est intéressant comme analyse, quoi. C'est de la haute voltige, non? C'est de la haute voltige logique, quoi. Le 14 novembre 2008, un nouvel élément, encore plus embarrassant, finira par entacher l'enquête. Au 4e et dernier jour de garde à vue, Julien Koupa n'a pas dit un mot. Pas d'aveu, aucune preuve. Jusqu'à une curieuse déposition anonyme de dernière minute. Un témoin sous X providentiel. Voilà ce qu'il aurait dit à la police. Julien Koupa exprimait le fait que, même si le moment n'était pas encore venu, il pourrait être un jour envisagé d'avoir à tuer, car la vie humaine a une valeur inférieure au combat politique. Cette page, signée Témoin 42, sur lesquelles les enquêteurs vont tout miser. Elles permettent d'envoyer Julien Koupa en prison et de le mettre en examen pour direction d'une organisation terroriste. Julien Koupa est le leader charismatique et l'idéologue du groupe. Il tient l'ensemble des membres du groupe sous son charme, à la façon d'un gourou de secte. Vous vous souvenez quand il vous parle de ce témoin 42 pour la première fois?
Ah oui, moi je me souviens que l'agent de la sous-direction antiterroriste qui faisait ma garde à vue, il m'a lu ce témoignage ou des parties de ce témoignage et que déjà à l'époque ça m'est apparu comme étant un témoignage qui relevait de l'ordre du délire, quoi. Dès le départ, dès le début. Ah ben il suffit d'en lire 10 lignes pour se dire que le type raconte ce que la sous-direction antiterroriste veut lui faire dire. Julien Coupat se délectait des mots guerre et attentat. C'est des mots de policiers qui sont mis dans la bouche du témoin. Ce à quoi sert le témoignage sous X, c'est à fournir la trame du récit policier, en fait, la trame de la fiction que la sous-direction antiterroriste essayait de faire avaler à tout le monde. Le secret du témoignage sous X aura tenu 1 an avant d'être démasqué par la presse. TF1 est en mesure de vous révéler ce soir que le témoignage de l'une des personnes... Le 11 novembre 2009, le témoin anonyme se confie en caméra cachée. Il révèle avoir signé une fausse déposition, par peur, dit-il, d'avoir des problèmes avec la police. Lâchement, je me sens pas hyper fier de ce qui s'est passé, je dis pas que je dors toujours très bien et compagnie. J'ai pas perdu contact avec les gens à qui j'ai expliqué ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées. Jean-Hugues Bourgeois était un éleveur bio du Puy-de-Dôme qui venait de temps en temps à la ferme de Tarnac où il était peu apprécié. Juste avant la fin de la garde à vue de Coupat, cet agriculteur est convoqué à la gendarmerie. En arrivant, il découvre que la police antiterroriste veut l'interroger sur la bande de Tarnac. Moi j'ai dit j'ai rien à dire sur ces gens-là, et là, le mec il m'explique très précisément que c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il y a tout un tas d'infos, d'interceptions de mails, de bruit de dire, de gains infiltrés en squat, tout ce genre de choses, qui sont pas exploitables dans une procédure judiciaire, et que juste ils ont besoin d'une signature. Toi on t'a dit ça, on t'a dit on a des infos mais on a besoin d'une signature. Il m'a dit on ne demande pas de balancer quoi que ce soit, on a tout ce qu'il faut, de toute façon c'est mort, ils sont cousus, ils sont cuits. Quand ils t'ont proposé d'apposer ta signature, c'était pour... Et ils m'ont pas proposé, c'est ça que ils m'ont pas proposé d'apposer ma signature. Ils t'ont ordonné de faire. Ouais, ils m'ont dit voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi je savais que j'étais témoin anonyme à ce moment-là, ouais. Mais j'avais aucune idée de la teneur du témoignage anonyme. Et surtout je me disais, l'objectif pour moi c'est de sortir de cette gendarmerie, quoi. Ouais. Vous avez très vite compris que c'était Jean-Hugues Bourgeois, l'auteur de... Ah bah oui, oui. Dès la garde à vue ou des... Oui, dès la garde à vue, dès la garde. Nous, on savait que c'était lui, et donc évidemment, on savait que ce qu'il racontait sur nous était n'importe quoi. À partir de là, nous, on demande, nos avocats demandent évidemment à ce qu'on puisse être confronté à son témoignage, à ce que la défense puisse... Et là, les juges font des espèces de pirouettes procédurales complètement délirantes pour que jamais la défense n'ait pu être confrontée aux déclarations de ce type. Et jamais nous n'avons pu être confrontés aux déclarations de ce type. Et jusqu'à la fin de l'instruction, le parquet et les juges disaient non, ce témoignage est crédible. C'est-à-dire que vous avez le mec, il dit aux 20h de TF1 que la police lui a fait signer un PV bidon, et vous avez de l'autre côté les magistrats, instructeurs et le parquet qui lui disent non, aucun problème. Et c'est là que vous voyez à quel point il y a la vie, la réalité, et il y a le monde de la justice et le monde de l'antiterrorisme. C'est-à-dire que, de fait, ça ne leur posait aucun problème de garder au cœur même de l'enquête, au cœur même des accusations contre nous, le témoignage d'un type qui, de lui-même, expliquait que son témoignage était bidon. Les enquêteurs ont toujours contesté avoir fabriqué un faux témoignage. Après 8 ans, en 2017, la Cour de cassation a fini par écarter définitivement le témoin sous X de la procédure et abandonner la qualification terroriste.